Je vous rappelle déjà que le thème du webinaire d'aujourd'hui, c'est métiers masculins, métiers féminins, quels enjeux et quelles solutions pour l'égalité homme-femme en Afrique. Et je crois que la question sous-jacente, c'est de se demander si aujourd'hui, en l'an 2000, en 2019, on peut encore parler de métiers qui soient dédiés uniquement aux hommes et qui soient encore fermés aux femmes. Pour développer ce thème, nous avons effectivement deux intervenants de qualité. Il y a d'abord Madame Fatine Christiane Diaye, qui travaille à l'Organisation internationale du travail et qui est spécialiste technique principale, genre, égalité, diversité. C'est elle qui va commencer par nous faire sa présentation, à la suite de laquelle nous aurons un petit temps d'échange. Et enfin, nous passerons à notre deuxième intervenant, qui est Monsieur Bernard Zongo, qui est le directeur de CEFIAM, j'espère que je prononce bien, Centre féminin d'initiation et d'apprentissage au métier. C'est une ONG qui sert notamment à la formation des jeunes filles dans des métiers comme la mécanique. On va commencer par Madame Fatine Christiane Diaye. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de la problématique de la mixité des métiers en essayant de me baser sur l'exemple de l'informatique et du numérique. En 1919, donc il y a 100 ans cette année, on crée l'Organisation internationale du travail et en 1919, cette organisation ratifiait la première convention sur les femmes au travail et qui portait sur la protection de la maternité. 100 ans, c'est long et c'est court. En 100 ans, les femmes ont été de plus en plus nombreuses à investir le marché du travail. Elles ont franchi des obstacles et elles ont avancé sur des points qui paraissaient souvent infranchissables. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? On voit que les progrès pour combler les écarts entre les hommes et les femmes sur le marché du travail sont en train de marquer le pas. Au moment même où les questions du travail deviennent de plus en plus problématiques, le travail se fragmente, l'avenir est assez incertain, des métiers disparaissent, de nouveaux métiers apparaissent. Discrimination, inégalité salariale, déséquilibre vie familiale, vie professionnelle, violence, harcèlement. Les femmes sont confrontées à de nombreuses inégalités. Et sur ce point-là, je vais annoncer que vendredi, la nouvelle norme sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail a été ratifiée. C'est la Convention 190 avec sa recommandation 206. Mais si on prend la question beaucoup plus spécifique de la mixité professionnelle, qu'en est-il? Est-ce que hommes et femmes peuvent exercer les mêmes métiers et avoir droit au même salaire et au même poste de responsabilité? Par convention, on dit qu'un métier est mixte lorsque les parts d'emploi occupées par les différents sexes représentent 40 à 60%. C'est-à-dire si dans un métier, il y a au moins 40% d'hommes ou de femmes, ou 60% d'hommes, 40% d'hommes et 60% de femmes, ou 60% d'hommes, 40% de femmes, on dit que le métier est mixte. Simplement, en Afrique, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une concentration des femmes dans un nombre limité de secteurs et à l'intérieur de ces secteurs, dans un nombre limité de métiers. Par exemple, si je prends ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, en général, les statistiques montrent que les femmes sont concentrées dans 4 secteurs d'activité. L'agriculture, le commerce, les activités de transformation de produits et les services. Et lorsqu'on prend chacun de ces secteurs, plus l'on monte dans la hiérarchie de ces métiers-là, moins les femmes sont présentes. Et d'autres secteurs, par exemple, tels que les BTP, les transports, les mines, ces secteurs-là sont très peu ouverts aux femmes.
Pourtant, nous sommes en 2019, nous pensons que les femmes arrivent à avoir accès aux études, à l'éducation. Pourquoi donc ne les retrouvons-nous pas dans ces métiers? En fait, si nous prenons l'exemple des métiers de l'informatique et du numérique, si on se retourne en arrière, dans les années 70, le secteur de l'informatique était majoritairement féminin. C'est-à-dire, il y avait beaucoup plus de femmes qui s'occupaient d'informatique que d'hommes. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, le secteur de l'informatique dans le monde est occupé à plus de 80% par les hommes. Moins de 15% des femmes sont dans ces métiers et moins de 15% des femmes sont dans la formation à ces métiers. Et dans ces métiers du numérique, plus on progresse, moins on trouve de femmes. Si nous prenons le cas de l'Afrique de l'Ouest, on a moins de 10% de femmes qui sont au niveau ingénieur ou doctorant des métiers du numérique. Et des fois, vous avez toute une cohorte de doctorants sans aucune femme. L'autre point est que la majorité des startups sont détenues et sont créées par les hommes. Donc la problématique qui se pose, c'est de dire comment on peut, en 30 ans, en 40 ans, passer d'un secteur où les femmes sont majoritairement féminins, d'un secteur où les femmes sont en majorité présentes, à un secteur où on ne les retrouve plus. Donc, c'est cette question aussi sur laquelle nous nous interrogeons. En fait, il y a plusieurs freins à la mixité des métiers. Si on prend toujours l'exemple du numérique, dans les années 70, en fait, les métiers étaient considérés comme la continuation des métiers de calculatrice. Les femmes présentes dans ces métiers-là étaient en général ce que nous appelions des opératrices. Et au fur et à mesure que l'informatique a évolué, que les métiers aussi du numérique ont évolué, la culture s'est de plus en plus masculinisée. Je mets des guillemets à masculiniser. Et les stéréotypes de genre se sont accentués. Et dans le parcours de formation qui amène à ces métiers, les femmes ont été, de par ces stéréotypes aussi, de moins en moins présentes. Lorsque nous regardons en Afrique, les femmes sont très peu présentes ou pas assez présentes dans tout ce qui est la formation en sciences et en technique. Et ce qui est régulièrement dénoncé, mais qui jusqu'à présent continue à être un frein à la capacité des femmes à s'investir dans une gamme plus large de formation et donc dans une gamme plus large de métiers. Et au-delà de ces stéréotypes de genre qui donnent ou assignent un rôle sexué aux hommes et aux femmes, et qu'en général, ces rôles sexués sont considérés comme supérieurs, ceux dévolus aux hommes sont considérés comme supérieurs à ceux dévolus aux femmes, et qui se traduisent dans la représentation des rôles dans l'espace professionnel, on a aussi d'autres problématiques. D'abord, j'en ai cité quelques-unes. La première, c'est la question de l'intégration éprouvante des femmes dans les métiers d'hommes. Je pense que M. Zongo, tout à l'heure, nous parlera de cette question-là. Comment une femme qui se retrouve dans un environnement masculin arrive à évoluer, et peut-être madame aussi, à évoluer et à construire sa carrière. Et là aussi, je vais faire une parenthèse sur les questions des violences et des harcèlements. Souvent, il y a des femmes qui préfèrent quitter un emploi simplement parce qu'elles sont harcelées, simplement parce qu'elles se retrouvent, j'allais dire entre guillemets, solitaires.
Il y a aussi toute la problématique des inégalités salariales. Entre les hommes et les femmes, les inégalités salariales en Afrique de l'Ouest sont au moins de 15%. Le gap est au moins, ça c'est vraiment un chiffre à prendre avec beaucoup de guillemets, de 15%. L'autre question aussi qui me semble importante, c'est l'articulation vie professionnelle, vie familiale. Et c'est ce que nous appelons la pénalité de la maternité. Nous sommes dans des environnements très mouvants où les structures traditionnelles qui permettaient de gérer les gardes d'enfants ne fonctionnent plus vraiment et où les femmes se retrouvent en train de devoir mener et leur carrière professionnelle et leur vie familiale. Et souvent, in fine, elles sont mauvaises mères, mauvaises épouses et bien entendu mauvaises travailleuses, simplement parce qu'elles veulent mener de front tous ces combats et qu'en même temps, dans l'espace public, il n'y a pas de substitut à cette obligation de garde d'enfants et de garde de fois de malades. Il y a une question aussi qui se pose dans la mixité des métiers, c'est la question de la non-valorisation des métiers féminins. En général, les métiers féminins ne sont pas considérés, ce qu'on appelle métiers féminins, ne sont pas considérés comme attractifs et peu d'hommes viennent investir ce champ. Pour les centenaires de l'OIT, nous avons travaillé sur le futur du travail et justement toute la question des métiers des soins qui peuvent être dans l'avenir des potentiels emplois en nombre et en qualité, toute cette question-là où il n'y a pas de mixité, où il n'y a pas d'hommes, pose problème. Donc, il y a beaucoup, ce n'est pas une seule, j'allais dire, ce n'est pas un seul frein, c'est toute une interrelation d'obstacles qui fait que pris l'un dans l'autre, les femmes ont du mal à se frayer dans les métiers des hommes. Mais ce qu'on doit retenir ici, c'est que le plus souvent, les métiers des hommes sont les plus valorisants et les plus valorisés. Mais la question aussi que l'on peut se poser est de se dire pourquoi voulons-nous une mixité des métiers et qu'avons-nous à gagner avec une mixité de métiers? En fait, le premier point, c'est que avec une mixité de métiers, on accède à un plein bassin de personnes de talent. Et je pense que les entreprises aujourd'hui ne peuvent pas faire fi de cette mixité. Parce que lorsque les compétences féminines sont sous-utilisées, ça devient j'allais mettre entre guillemets, un atout majeur dans la guerre des talents. Embaucher des femmes pour occuper des postes de responsabilité et des postes non traditionnels permet aux entreprises d'utiliser les connaissances, l'expérience et la créativité de toute la population. On ne peut pas se dire que dans ce monde où la diversité est importante pour les entreprises, que l'on va mettre de côté plus de 50% de la population. C'est vraiment se passer de ces talents. En plus de ça, il me semble que lorsqu'on investit dans le capital humain féminin, lorsqu'on favorise l'égalité entre les hommes et les femmes, il y a une culture qui permet de mieux s'adapter aux défis qui se posent aujourd'hui et aux réalités. Et nous avions fait une étude dans les années 2010, après la crise, et l'on s'était rendu compte que les entreprises qui avaient le mieux fait face à la crise étaient celles qui avaient dans leur conseil d'administration, dans leurs employés, des hommes et des femmes, et vraiment une diversité dans les cultures, etc. Et cela se comprend parce qu'à mon avis, plus nous venons de cultures, de sexes, de genres différents, et plus chacun d'entre nous apporte à l'entreprise quelque chose de plus. Donc, le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est qu'il est nécessaire de faire le lien entre l'égalité et la rentabilité.
et qu'il y a des liens étroits entre les capacités d'innovation d'une société, d'une entreprise, d'une institution et l'équilibre entre les sexes. Donc, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que d'une part, l'environnement éducatif, social et familial en Afrique ne favorise pas toujours la venue des hommes et des femmes dans les métiers. Mais si la mixité est source de richesse, de créativité, d'innovation et de dynamisme, il faut donc d'une part renforcer le capital humain féminin et travailler à la formation des femmes dans les sciences et les techniques. Il faut aussi briser les résistances socio-culturelles, œuvrer à un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Je pense qu'il est aberrant de demander aux femmes de faire ce choix comme les liens entre leur vie de femmes et de femmes de famille et leur vie professionnelle, et surtout créer un environnement de formation et de travail amical pour les femmes en luttant contre les violences dans le monde du travail. Je vous remercie. Je demande qu'est-ce qu'un métier féminin? Qu'est-ce qu'on définit par un métier féminin? Un métier féminin, c'est un métier dans lequel il y aurait plus de 100% de femmes et moins de 40% d'hommes. Je prends un exemple, si vous voulez, par exemple les tanneuses. Au Sénégal, les tanneuses est un métier féminin. Il y a 100% de femmes dans le métier de la tannerie. Il n'y a pas d'hommes, ou très peu d'hommes, peut-être 20%. Donc ça, on va dire, c'est un métier féminin. Certains métiers, par exemple, se féminisent aussi de plus en plus, tels que les métiers de l'éducation dans les petites classes. Il y a de plus en plus de femmes. Quand on fait quand on travaille sur les statistiques, on se rend compte des fois que dans les crèches, par exemple, il y a 70 ou 80% de personnes de sexe féminin qui s'occupent des petits-enfants. Dans l'économie de soins au niveau mondial aussi, on voit que c'est un métier très féminin parce qu'il y a plus de 100% de femmes. Alors, une autre question, c'est de savoir, est-ce que le fait de voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans les postes de direction, genre surtout dans les conseils d'administration, on pourrait taxer ces métiers de masculins? Il faut faire la différence entre les postes, les métiers, les secteurs. En fait, un métier, c'est tout un… Par exemple, vous avez les métiers du numérique, par exemple. Je ne sais pas le métier, quel métier je pourrais prendre, d'enseignant. Ça, c'est un métier. Maintenant, quand on prend l'enseignement, au bas de l'échelle, nous avons beaucoup de femmes. L'enseignement peut être aussi un métier féminin et malgré tout, dans les postes de responsabilité, nous n'aurons que des hommes. Je prends le métier d'enseignant à la base, nous avons beaucoup de femmes et plus on va monter au poste de directeur d'école, etc., plus d'inspecteur d'académie, plus on va monter dans la hiérarchie du métier et plus nous aurons des hommes. Donc, le métier peut être mixte, mais ou féminin même, et pourtant dans la hiérarchie, nous aurons des hommes. Ça, c'est un autre problème, à l'intérieur même de la problématique de la mixité. Est-ce que ce ne sont pas les femmes elles-mêmes qui contribuent à cette féminisation des métiers depuis le choix des formations qu'elles font? Je ne pense pas que ce soit les femmes. Je pense que nous sommes tous éduqués et de la manière dont on est éduqué aussi, on va réagir. Si quand tu es une petite fille, on te dit non, tu ne peux pas faire ça, non, ce n'est pas pour toi, non, ce n'est pas pour les filles, effectivement, tu vas te construire autour de cette norme-là que tel métier n'est pas pour les filles. Si au contraire, la société te dit tu peux tout faire, tu peux développer tes talents dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel métier, eh bien, tu vas pouvoir t'étendre. Je prends juste l'exemple du football féminin. C'est la Coupe du monde du football féminin, mais je donne ça comme exemple parce que c'est parlant. Il y a eu une époque où le football n'était pas pour les petites filles. Et aujourd'hui, nous voyons des femmes, de jeunes femmes jouer au football et jouer très bien au football. Donc, c'est la société, c'est les normes sociales, c'est les préjugés qui font que les jeunes femmes, les petites filles vont se construire et les petits garçons aussi.
vont se construire. Et donc, je ne pense pas que c'est que la faute des femmes, c'est la faute de toute une société et c'est à nous aussi de lutter contre ces préjugés. L'autre point, il ne faut pas oublier, et ça devient de plus en plus important, c'est l'équilibre vie familiale, vie professionnelle. Parce que j'ai vu trop de femmes quitter un métier, quitter des postes de responsabilité simplement parce qu'elles n'arrivaient pas à équilibrer vie familiale, vie professionnelle. Je donne toujours cet exemple qui m'avait beaucoup marqué. J'avais une amie qui était chirurgienne, professionnalisée en chirurgie, et qui a dû juste arrêter la chirurgie parce que son supérieur l'obligeait à prendre les gardes alors qu'elle avait un petit enfant en bas âge. Donc, il y a rien qui facilite, et je vais vous dire, c'est encore plus pire que ça parce que maintenant, elle est dans l'économie informelle. Imaginez ce que l'Afrique a perdu. On n'a pas de médecin, on a besoin de médecins. Cette femme-là a tout quitté et maintenant, elle est commerçante, elle gagne très bien sa vie et elle a pu équilibrer sa vie familiale et professionnelle. Est-ce que ce coup-là, l'Afrique ne peut pas se le permettre? On ne peut plus se permettre de mettre de côté la moitié de l'humanité. Pour moi, c'est quelque chose d'aberrant. Mais ce n'est pas la faute des femmes, c'est la faute de tous. C'est à nous, chacune, chacun de son côté, à travailler à briser les stéréotypes. Y a-t-il des politiques mises en place par les États, les organismes internationaux pour favoriser l'intégration des femmes dans les métiers dits des hommes? Oui, je ne peux pas dire non. Mais vous savez, moi, je pense que nous avons tous dans nos pays des plans d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons des stratégies, nous avons des politiques. Et quand on lit ces stratégies et ces politiques, effectivement, nous pouvons voir ça et là des mesures. Il faudrait juste travailler à une cohérence des mesures. Et surtout, peut-être un peu aussi une autre bataille que je mène, c'est de ne pas oublier que lorsqu'on parle d'autonomisation économique des femmes, c'est quoi l'autonomisation économique des femmes? C'est quand les femmes ont un travail et un travail décent. Dès lors que les femmes auront un travail décent, elles seront économiquement autonomes. Et plus on arrivera à mettre des femmes dans les métiers valorisants, donc à mixer les métiers, plus pour moi, il y aura une combinaison harmonieuse de la société et il faut que les politiques travaillent aussi sur plusieurs mesures. Je prends la question d'équilibre vie familiale, vie professionnelle. Malheureusement, en Afrique, il n'y a pas beaucoup de crèches et quand il y a des crèches, elles sont chères. Donc, il y a beaucoup de questions en suspens sur lesquelles il faut encore travailler. Qui donc aura la responsabilité de créer cet environnement favorable? Est-ce qu'il faut toujours attendre que les autres le fassent pour nous? Non, moi je pense, c'est ce que je dis, moi je pense que chacun et chacune est responsable parce que nous vivons dans une société. C'est vrai, il y a les États. Ils sont peut-être les premiers responsables parce qu'on vote pour eux, on vote pour les gouvernements, donc ils sont les premiers responsables. Mais il n'y a pas que les États. Il y a les États, il y a les institutions, il y a les entreprises, il y a les organisations syndicales. Tout le monde est quelque part responsable. Et moi, je pars du principe que si chacun de nous fait juste ce qu'il a à faire, eh bien, mis bout à bout, cela permet ensuite à avoir un résultat beaucoup plus large.